On va maintenant s'intéresser aux principales dispositions du règlement européen GDPR. Jusqu'à présent, en Europe, on avait des lois relatives au traitement des données personnelles qui étaient spécifiques à chaque pays. Pour une entreprise qui voulait se conformer à la législation de plusieurs pays au sein de l'Europe, ça pouvait être compliqué à gérer. C'est donc une simplification. Les entreprises n'auront plus qu'une loi à respecter au lieu de 27 standards différents. Tous les pays membres de l'Union européenne seront assujettis au même règlement, à la même loi. De même, les résidents européens pourront s'adresser directement à leur propre autorité locale plutôt qu'à des interlocuteurs à l'étranger. Il leur sera donc plus simple de faire pression sur les entreprises en cas de manquement. Un aspect intéressant de ce règlement sur la protection des données personnelles, c'est qu'il s'applique non seulement au sein du pays européen dans lequel on se trouve, par exemple en Espagne, mais aussi dans les autres pays membres de l'Union, et même au-delà de ça, dans les organisations hors Europe qui font des traitements sur les données personnelles de résidents européens. De ce fait, de nombreuses entreprises doivent, alors même qu'elles ne sont pas européennes, se conformer au règlement européen. Le responsable de traitement, c'est l'organisation qui met en œuvre le traitement. En effet, le responsable de traitement est généralement une personne morale, typiquement une entreprise, et quasiment jamais une personne physique. En cas de manquement à la protection des données, c'est lui qui est responsable et qui encourt des sanctions. Cependant, GDPR innove sur le sujet de la responsabilité en introduisant un principe de coresponsabilité entre le responsable de traitement et ses sous-traitants. C'est un point très important dans le règlement, car il implique qu'un très grand nombre d'entreprises deviennent responsables aux yeux de la loi, là où elles n'étaient pas concernées par le passé. Le sous-traitant se voit appliquer l'intégralité des points attenants aux sous-traitants dans GDPR. Pour rappel, GDPR considère comme sous-traitant toute personne qui traite des données à caractère personnel sur instruction du responsable de traitement. En termes de responsabilité, un sous-traitant n'est tenu pour responsable du dommage causé par le traitement que s'il n'a pas respecté les obligations prévues par le GDPR qui incombent spécifiquement au sous-traitant, ou bien qu'il a agi en dehors des instructions du responsable de traitement ou contrairement à celle-ci. Un point important concernant les contrats de sous-traitance. Dans GDPR, un certain nombre de clauses doivent obligatoirement apparaître dans ce type de contrat. Le contrat doit notamment prévoir que le sous-traitant ne traite les données personnelles que sur instruction documentée du responsable de traitement, y compris en ce qui concerne les transferts de données vers un pays tiers ou une organisation internationale. Que le sous-traitant veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles s'engagent à respecter la confidentialité. Que le sous-traitant prend toutes les mesures de sécurité nécessaires et adaptées. Que le sous-traitant ne recrute pas lui-même de sous-traitants sans autorisation préalable du responsable de traitement. Si le sous-traitant recrute lui-même un sous-traitant, les mêmes conditions de sécurité, confidentialité, etc. doivent être incluses dans ce nouveau contrat de sous-traitance. Le sous-traitant aide le responsable de traitement à s'acquitter de ses obligations de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits. Le sous-traitant aide le responsable de traitement à notifier les incidents de sécurité dans des délais rapides.
le sous-traitant supprime les données, ainsi que toutes leurs copies, ou les restitue au responsable de traitement, dans le délai qui a été fixé par ce dernier. Le sous-traitant met à disposition du responsable de traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations et pour permettre la réalisation d'audits. GDPR introduit aussi la possibilité pour plusieurs organisations de partager leurs obligations en devenant co-responsables de traitement. Il s'agit de cas de figure où au moins 2 organisations définissent conjointement les finalités et les moyens du traitement. Ce statut juridique leur permet de se partager les obligations, à condition cependant de le formaliser sous la forme d'un accord. Par exemple, l'un des co-responsables pourrait se charger de tenir le registre des traitements, ce qui permettrait aux autres de ne plus avoir à le faire. Le document définissant le rôle et la responsabilité de chacun des partenaires doit être mis à la disposition du public. Du coup, il peut être intéressant dans certaines situations pour un sous-traitant et son donneur d'ordre de devenir co-responsable de traitement. Il y a dans le règlement un certain nombre de principes de base qu'on va un peu clarifier. Alors d'abord, on entend souvent dire que dans GDPR, on ne peut pas collecter les données personnelles d'une personne sans avoir reçu son consentement préalable. En fait, ce n'est pas nécessairement le cas, même si c'est plutôt recommandé. Il n'y a que dans des cas spécifiques où ce consentement est obligatoire. Par exemple, dans le cas des traitements de prospection ou lors de l'emploi de certains types de cookies, comme les cookies de publicité, de boutons de partage, de réseaux sociaux et de mesures d'audience. En revanche, ce que le texte précise, c'est qu'on ne doit pas méconnaître l'intérêt et les droits fondamentaux de la personne concernée. Les données doivent être collectées de manière loyale, licite et transparente. Les finalités doivent être déterminées, explicites et légitimes. On est donc ici dans une exigence de transparence. Les données doivent être limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. C'est un principe de minimisation des données. Il faut prendre les mesures appropriées pour que les données inexactes ou incomplètes soient effacées ou rectifiées. Les données ne doivent pas être conservées au-delà du nécessaire, du moins pas sous une forme permettant l'identification des personnes concernées. On peut déterminer la durée de conservation, mais celle-ci doit être justifiée. Évidemment, une durée illimitée est inacceptable, et les archives définitives doivent donc être anonymisées. Enfin, il est interdit de traiter des données sensibles, sauf dans les cas spécifiquement autorisés par le règlement. Le registre des traitements, c'est un petit peu la bête noire de toutes les entreprises qui travaillent à leur mise en conformité avec GDPR. C'est un petit peu ironique d'ailleurs, car pour de nombreux pays en Europe, ce n'est absolument pas une nouveauté. Cette contrainte existait déjà bien souvent dans la loi nationale. Par exemple, ce type de registre est obligatoire dans la loi française depuis 1978. Il faut croire que certains ont été un petit peu distraits. Dans GDPR, il est écrit que les organisations de plus de 250 personnes procédant à des traitements de données personnelles doivent tenir un registre de leur traitement. Toutefois, il est aussi précisé que si le traitement présente un risque, ou bien s'il n'est pas occasionnel, ou bien encore s'il porte sur des données sensibles, alors la tenue du registre est obligatoire, peu importe la taille de l'entreprise. Dans ce registre, qui peut par exemple prendre la forme d'un simple tableur Excel, on doit lister l'ensemble des traitements de données personnelles qui sont faits par l'organisation. Dans cette liste, on trouvera aussi bien les traitements sur les données des employés, par exemple la gestion de la paye, la vidéosurveillance,
le système d'entrée-sortie avec des badges, que sur les données des clients, par exemple un CRM. Ce registre, il doit contenir pour chaque traitement un certain nombre d'informations. L'identification et les coordonnées du responsable de traitement. La dénomination et la finalité du traitement. Le type de traitement effectué. Une description des catégories de personnes concernées. Les catégories de données personnelles qui sont traitées. Les catégories de destinataires auxquels les données personnelles sont communiquées, y compris dans des pays tiers ou des organisations internationales. L'identification et les coordonnées de la personne ou du service auprès duquel s'exercent les droits d'accès et de rectification, qu'on verra un peu plus tard. Le cas échéant, il faut indiquer le recours à un sous-traitant. La durée de conservation des données traitées, avant effacement. Les interconnexions, les rapprochements ou toute autre forme de mise en relation avec d'autres traitements. Le cas échéant, les transferts de données personnelles hors Union européenne, en précisant le pays et l'organisation destinataire. Et puis une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles. C'est la responsabilité du responsable de traitement de tenir ce registre à jour. Le registre, qui est plutôt un document de synthèse, il est accompagné d'une base documentaire dans laquelle on trouve par exemple des informations plus détaillées concernant le fonctionnement des différents traitements, des copies des contrats de sous-traitance ou encore le détail des mesures de sécurité techniques ou organisationnelles. Alors un point important, les sous-traitants doivent eux aussi, comme tout le monde, tenir un registre de leurs traitements internes. Mais ils ont en plus de ça la responsabilité de tenir des registres supplémentaires pour chacun de leurs contrats. En d'autres termes, ils ont un registre interne plus un registre par organisme client. Ces registres doivent être mis, sur demande, à la disposition de l'autorité de contrôle. Il vaut donc mieux qu'ils existent et qu'ils soient à jour en cas de contrôle. Une part importante de GDPR est consacrée à la réglementation des transferts de données personnelles. Et pourtant, la notion de transfert elle-même n'est pas définie de manière claire dans le texte de loi. Pour définir si on est, oui ou non, en présence d'un transfert, on doit se baser sur le critère temporel. Si la présence de la donnée est éphémère, ce n'est pas un transfert. En revanche, si la présence est durable ou permanente, alors c'est un transfert. Dans GDPR, on s'intéresse principalement aux transferts quand ils sont faits vers des pays tiers. Mais dans quel cas s'agit-il ou non d'un transfert vers l'étranger ? Prenons un exemple. Si une entreprise européenne fait appel à des opérateurs de centres d'appel basés sur l'île Maurice et qu'elle leur permet d'accéder via un VPN à une base de données hébergée en Europe, est-ce qu'il s'agit d'un transfert ? Eh bien la réponse est oui, et je préciserai qu'elle reste positive quels que soient les protocoles ou méthodes d'accès utilisés. En fait, pour les experts juridiques, le critère déterminant, c'est le critère de résidence. Si le moyen de traitement est basé à l'étranger, alors il y a transfert. Maintenant qu'on a clarifié la notion de transfert, quel est le principe de GDPR sur ce point ? D'abord, un principe de liberté de circulation des données au sein de l'Union européenne. On peut donc transférer sans aucun problème des données personnelles d'un pays membre vers un autre. S'ajoute aux pays de l'Union
une liste de pays supplémentaires pour lesquels la Commission européenne a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant. Il s'agit des pays suivants: Andorre, l'Argentine, le Canada, Guernesey, l'île de Man, les îles Féroé, l'Islande, Israël, Jersey, le Liechtenstein, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l'Uruguay. On a ensuite le cas des États-Unis qui est un peu particulier. Par défaut, les États-Unis ne font pas partie des pays que l'Europe considère comme assurant un niveau de protection suffisant. Cependant, il existe un accord, le Privacy Shield, qui a été mis en place suite à l'invalidation en 2015 d'un précédent accord, le Safe Harbor. Cet accord fournit des garanties pour limiter, encadrer et rendre transparents les accès par les autorités américaines et pour assurer le respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Pour les entreprises américaines qui décident d'adhérer au Privacy Shield, il s'agit en fait d'un processus d'auto-certification. Le département du commerce américain peut décider d'exclure un organisme de la liste publique répertoriant les adhérents. Attention, seules les entreprises enregistrées au département du commerce américain peuvent adhérer au Privacy Shield. Les entreprises américaines non adhérentes au Privacy Shield sont, du point de vue GDPR, au même niveau que le reste du monde. Max Schrems est un défenseur de la vie privée qui s'est rendu célèbre en faisant invalider le Safe Harbor. Well, basically, we had Safe Harbor to transfer data to the US. So you can't transfer data to a third country in Europe unless you have guarantees that the data is safe in wherever you send it to. Otherwise, the whole data protection thing wouldn't make sense. And there was Safe Harbor, and Safe Harbor had two big issues. First of all, there was mass surveillance in the US, which we knew after Snowden. And the second issue is the commercial part of it, saying that basically US companies could do anything with the data under it. So that was the big two main points of criticism. Privacy Shield is Safe Harbor, just with a new name. They added a couple of things which are improvements, but overall, the European Court of Justice has said like three main things, which first of all was on the commercial side, US companies have to have essentially equivalent or provide essentially equivalent protection as European Union law provides for. And this is not done by Privacy Shield. There are so many loopholes. You can more or less do pretty much anything you want to do with the data if you have a lawyer that tells you how to craft your privacy policy. The second big issue was mass surveillance. The European Court of Justice has explicitly said that kind of bulk surveillance is not allowed. In Privacy Shield, it's not just that this is allowed or not prohibited. The European Union even accepts a letter from the US where they explicitly say they do this in like whole regions of the world. So that's like an issue. And the third point was that you have to have some form of redress, some kind of court you can go to if you're unhappy with the form of mass surveillance that your data was subject to. And the US does not provide anything like that. They now have what they call an ombudsperson, which is a state secretary in the foreign ministry of the US, not a court or anything like that. And you can kind of bring issues to attention of that person, but you will always kind of answer with the same letter saying that they neither confirm nor deny that there was any kind of surveillance and it was either legal or they have done something about it. So all of these issues that the European Court of Justice has brought up are not really dealt with properly in Privacy Shield. Les transferts vers le reste du monde sont interdits, sauf si on a mis en place des BCR ou des clauses contractuelles type. Les BCR, Binding Corporate Rules, ou encore règles contraignantes d'entreprise, ne peuvent être mises en place qu'au sein d'un même groupe. Elles doivent préalablement être validées par l'autorité de contrôle, sinon elles n'ont aucune valeur. Et le règlement précise à ce sujet que les BCR ne peuvent être validées que si elles sont juridiquement contraignantes et sont mises en application par toutes les entités au sein du groupe. Les clauses contractuelles type
sont approuvés par la Commission européenne. Il n'est donc pas nécessaire de les faire valider. Il suffit de les intégrer en l'état dans les contrats. Les législateurs ont identifié un potentiel contournement du règlement qui consisterait à recourir à un pays autorisé de rebond pour pouvoir ensuite transmettre des données personnelles ailleurs dans le monde. Cette technique est donc explicitement interdite dans l'article 44 de GDPR. Enfin, il est aussi interdit de communiquer les données personnelles à l'étranger sur injonction de pays tiers. Cette clause a été ajoutée dans l'article 48 en réaction à la loi américaine FISA. On verra les autres dispositions de GDPR dans le prochain épisode.